Bonjour à tous et merci de suivre ce journal sur RTI 1. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo, est arrivé hier à Yamoussoukro. Le chef de l'État gabonais effectue en Côte d'Ivoire une visite officielle de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Jérôme Kofi Abolin. Aéroport de Yamoussoukro, il est 10h50 quand l'avion transportant le président gabonais atterrit. 10 minutes après, le président Ali Bongo Ondimba est accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara après sa descente d'avion. Aussitôt vont suivre les honneurs militaires marqués par l'interprétation des hymnes nationaux gabonais et ivoiriens. Le président gabonais, avec à ses côtés son homologue ivoirien Alassane Ouattara, va ensuite passer en revue les troupes et saluer les personnalités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi que la forte communauté gabonaise présente. Le tout dans une ambiance festive, digne d'un accueil à l'africaine. Le président gabonais ne peut que se sentir chez lui en arrivant à Yamoussoukro. Cette chaleur que je vis, vraiment c'est un retour pour voir d'autres membres de la famille. Je suis vraiment très content d'être là et vraiment je remercie M. le Président, le gouvernement et tout le peuple ivoirien pour cette invitation. Après une courte pause au salon d'honneur, le président gabonais Ali Bongo Ondimba va prendre la direction de sa résidence au Palais des Hôtes. Occasion pour lui de prendre un bain de foule durant le parcours. Les populations sorties nombreuses vont l'acclamer, scandant « Bonne arrivée, Monsieur le Président ». Cette visite du président Ali Bongo vise entre autres à renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et dans ce cadre, 5 accords de coopération dans divers domaines ont été signés à Yamoussoukro. Adama Koni. Acte concret de la première journée de la visite officielle du président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire, la signature de 5 accords de coopération sur un total de 28 prévus, sous le regard des 2 chefs d'État. La Côte d'Ivoire et le Gabon se donnent ainsi la main dans une dynamique de développement. Nous sommes dans une relation d'amitié, de solidarité que nous avons le devoir, vous et moi, de développer. Et si c'était nécessaire, je pense que ce serait difficile de renforcer parce que cette relation est à un point particulièrement haut. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. D'ailleurs, l'évolution des échanges entre nos 2 pays au cours de ces 5 dernières années le démontre. Nous avons multiplié nos échanges littéralement par 10, passant de 40 milliards à 400 milliards au cours de ces 5 dernières années. Cela montre le dynamisme de nos relations, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau du secteur privé. Présent sur le sol ivoirien pour 3 jours, le chef de l'État gabonais ne manque pas de relever les performances réalisées par la Côte d'Ivoire en peu de temps. Je voudrais d'abord féliciter le président et son gouvernement pour le redressement exceptionnel et la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Des taux de croissance à 2 chiffres, c'est suffisamment rare pour le souligner, et surtout des taux de croissance qui se maintiennent aussi élevés sur plusieurs exercices. C'est quelque chose qu'il faut quand même pouvoir apprécier. Et je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, vous adresser toutes nos félicitations pour ce travail important que vous ne cessez pas donc à la tête de l'État ivoirien. La philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup plus forts ensemble qu'isolés, mais que demain, nous allons faire des efforts supplémentaires pour que nos pays puissent s'ancrer résolument vers la voie du développement. Au terme de la cérémonie de signature, les 2 présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le chef de l'État ivoirien et son hôte, les questions politiciennes n'ont pas été à l'ordre du jour des premiers échanges. Seul le cap sur le développement pour un mieux-être des populations demeure leur priorité.
La conférence ministérielle de la francophonie a débuté hier à Dakar. La conférence a adopté plusieurs résolutions portant sur la santé, l'éducation et la sécurité dans l'espace francophone. Les ministres des Affaires étrangères, de la communication, de la culture et de la francophonie vont faire des propositions aux chefs d'État et de gouvernement. Gabriel Zani. La 30e conférence ministérielle de la francophonie CEMEF, présidée par Mankeur Ndiaye, s'est ouverte ce mercredi 26 novembre au centre de conférence internationale de Dakar. Une rencontre institutionnelle qui se tient 2 jours avant celle des chefs d'État et de gouvernement pour préparer l'ordre du jour du sommet. 9 résolutions ont été adoptées, dont l'une sur la situation de crise dans l'espace francophone. Une résolution sur la solidarité qui doit prévaloir dans la lutte contre l'Ebola, une résolution importante sur la stratégie économique de la francophonie, une résolution qui porte également sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, autant de résolutions qui vont constituer comme des feuilles de route. Lutte contre le trafic de faux médicaments, l'éducation bancaire, des sujets tout aussi importants les uns que les autres pour les pays francophones. La déclaration du sommet des chefs d'État a été aussi revue et adoptée par la CEMEF. Le projet de déclaration de Dakar comprend tous ces aspects de l'orientation stratégique de l'OIF pour les États francophones et impulser une politique commune. Ce projet de déclaration sera soumis aux chefs d'État des pays membres de l'OIF et constituera la feuille de route de la politique francophone de 2015 à 2022. Le CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, a lui aussi démarré hier. Pendant 3 jours, des industriels, inventeurs et structures d'encadrement vont exposer leur savoir et savoir-faire pour la promotion de la transformation de l'ANACAD, c'est-à-dire l'industrialisation du cajou. Noël Niagnou. C'est parti depuis ce mercredi pour le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA 2014. 3 jours pour présenter, rendre visibles et concrètes les opportunités de transformation du cajou et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire d'améliorer son taux de transformation de l'ordre de 5% en 2013 pour le porter à 100% à l'horizon 2020, grâce à la politique volontariste du gouvernement. La stratégie est fondée sur la promotion des investissements privés et des appuis ciblés de l'État en faveur du secteur de la transformation de l'ANACAD dans les principaux domaines suivants. L'accès au financement pour la transformation, l'amélioration de la qualité, l'appui à la commercialisation, le renforcement des capacités. Tout cela est assorti de mesures d'accompagnement, à savoir la mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter le financement des investissements, le renforcement des capacités en matière technique et managériale, la réduction du coût de la validation de l'étude d'impact environnemental et social et l'appui à l'accréditation des laboratoires pour l'analyse des produits de l'ANACAD. Des conférences et interventions thématiques vont meubler ces 72 heures du salon. Il s'agit entre autres des facteurs de réussite de la transformation de l'ANACAD, le processus et qualité des matières premières. Les éléments du commandant de la Marine nationale, le contre-amiral Djakarija Konaté, viennent d'effectuer un beau coup de filet. Ils ont arraisonné 4 bateaux qui pêchaient de façon illégale dans les eaux ivoiriennes. Le témoignage de Francis Boifo. C'est une action d'envergure que les éléments du contre-amiral Djakarija Konaté, commandant de la Marine nationale, ont menée à travers le bateau patrouilleur L'Émergence. 2 bateaux battant pavillon asiatique et 2 autres ivoiriens ont été arraisonnés au large des côtes ivoiriennes. Dans une de ces missions de routine, l'Émergence a surpris ces bateaux en train de faire entrave à la réglementation sur la pêche. Et c'est cette raison qui fait que ces bateaux sont aujourd'hui ici. Les 2 bateaux ivoiriens pêchaient dans une zone interdite quand ceux battant pavillon asiatique n'avaient pas de licence de pêche. Les responsables de ces bateaux encourent des peines. Ça va aussi de 3 mois à 1 an de prison. On peut aller de 100 000 à 50 millions, ça dépend. Il faut
que tous les contours soient étudiés pour pouvoir fixer l'amende. Rien ne sera plus comme avant. Tous les navires qui seront pris en train de pêcher de façon illégale seront sanctionnés. Le commandant de la Marine nationale remercie le président de la République pour avoir doté les forces navales de matériel adéquat de travail. Le coton damascétain, encore appelé le basin, est devenu un véritable phénomène de mode et social en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. Avec sa raideur, ses couleurs et ses broderies artistiques, le basin est devenu le tissu des grandes occasions. Le vrai tissu basin est devenu un produit de luxe. Mais quelle est sa place dans la mode africaine et ivoirienne? Des éléments de réponse dans ce reportage. Avec ses couleurs vives et ses dessins brodés, le basin est devenu un symbole africain. Le porter donne de l'allure et même plus. C'est un habit qui est bon. C'est joli, donc quand tu portes, au niveau d'Afrique, mais on te respecte beaucoup. La confection du basin prend plusieurs étapes. Le tissu blanc provient de l'Allemagne, la Suisse ou même la Chine. Il est coloré, séché et finalement frappé pour lui donner sa clarté. Mais derrière tout cela, il y a la création. Je m'inspire par rapport à la nature et le climat. Parce que la nature, j'inspire beaucoup sur la nature. Parce que la nature, c'est des fleurs, c'est des couleurs. Ça me permet de récupérer certains motifs, certaines couleurs, et c'est de conférer ça sur le basin. Et son impact commence à se sentir au-delà de l'Afrique. La couture africaine est en train d'évoluer. Parce que tellement dans le sein mondial, on voit même les grandes chanteuses mondiales, ils se portent les vêtements africains. Donc ça veut dire que la mode africaine est en train de prendre un très très grand pas. Mais notre problème aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas suivi et puis on n'a pas été guidé. Avec une telle beauté et créativité, il est certain que les plus beaux jours du basin sont devant lui. C'est un reportage de Éric Goré. En Tunisie, la campagne pour le second tour de la présidentielle a commencé. Les électeurs vont devoir départager Beji Caïd Essebsi, leader de Nida Tounes, arrivé en tête des législatives, et le président sortant Monsef Marzouki du Congrès pour la République. 6 points séparent les deux candidats et les consignes de vote des perdants sont très attendues. Ils entendent l'hymne national pour imprimer un double caractère officiel et solennel à la cérémonie. 48 heures après la présidentielle en Tunisie, les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections proclament les résultats. Beji Caïd Essebsi arrive en tête avec 39,46% des voix. Il devance le président sortant Monsef Marzouki de 6 points. Les résultats sont plus serrés que prévu. Le candidat de Nida Tounes accuse son rival d'avoir bénéficié du soutien des salafistes, des djihadistes et surtout des cadres du parti islamiste Ennahda, la deuxième force politique du pays. C'est massivement ou quasi massivement, ils ont voté pour lui. Non seulement ils ont voté pour lui, mais ils ont organisé sa campagne. Par médias interposés, la campagne du second tour de la présidentielle prévue en décembre est lancée. Aux accusations de son rival, le président sortant répond par des propos virulents. Il présente Beji Caïd Essebsi, 88 ans, comme un homme du passé et un représentant des régimes de Ben Ali et Habib Bourguiba. Imaginez qu'il devienne président avec les anciens mécanismes, une manière de penser relevant du passé, un vieux parti politique. Nous avons une population jeune qui n'accepterait jamais que l'on revienne aux vieilles méthodes et cela pourrait être extrêmement dangereux pour la stabilité du pays. Les observateurs internationaux réunis mardi à Tunis ont qualifié de pluraliste et transparente la première élection présidentielle en Tunisie depuis la révolution de 2011. Ils ont toutefois formulé quelques propositions, notamment pour inciter les jeunes à participer massivement au second tour du scrutin. Dans l'actualité, en bref, dans le monde, nous commençons par la Syrie où les violences se poursuivent. Carnage à Raqqa en Syrie. L'aviation de Bachar el-Assad bombarde cette ville, bastion du groupe État islamique. Mardi, les frappes ont fait au moins 95 morts, dont une cinquantaine de civils, selon le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les 2 raids aériens visaient une zone industrielle.
En Colombie, les FARC ont libéré 2 soldats qui avaient été enlevés le 9 novembre. Un général de l'armée est toujours détenu. Les FARC promettent de le libérer d'ici la fin de la semaine. Ces libérations apparaissent comme un geste de bonne volonté de la guérilla qui permettra peut-être la reprise des pourparlers de paix avec le gouvernement. Ces discussions entamées à La Havane il y a 2 ans ont été interrompues à cause justement des enlèvements commis par la rébellion. Descente de police mercredi à Hong Kong pour évacuer le campement de Mongkok, l'un des 3 sites occupés par les militants pro-démocratie. Dans un climat très tendu, les forces de l'ordre ont escorté les ouvriers chargés de démanteler les barricades installées ici depuis 2 mois. Il ne reste donc presque plus rien du campement et plus d'une centaine de manifestants ont été interpellés en 2 jours. Ce piano vient d'être vendu 3 400 000 $ aux enchères. Mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de Casablanca, un film sorti en 1942 avec les stars Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. C'est sur ce piano qu'était jouée la chanson phare du film, As Time Goes By. Fin de ce 6h30. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.